On revient donc longuement sur les séismes éprouvés en Turquie et en Syrie. Oui, on en parlait dès hier soir. Bien sûr, 2 séismes majeurs et des dizaines de répliques des tremblements de terre ressentis des 2 côtés de la frontière qui sépare Turquie et Syrie. Séisme au bilan humanitaire toujours provisoire, mais déjà catastrophique. On est au-delà des 6100 morts. Aujourd'hui, le président turc a déclaré l'état d'urgence pour 3 mois dans les provinces concernées. Arama kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için Anayasanın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak olağanüstü hal ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve 3 ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ce sont 23 millions de personnes qui seraient impactées par les séismes, parmi lesquelles 1 400 000 enfants. Et dès hier matin, c'est une mobilisation internationale qui s'est mise en route pour aider sur place, en urgence. Vous voyez là le départ de secours français à l'écran, des Espagnols, des Néerlandais, des Polonais également. Une fois sur place, pas une minute à perdre. We received hundreds of casualties. Really, we need urgent help for the area, especially when we are talking about medical help. Bonsoir, docteur Jean-François Corti. Bonsoir. Vous êtes médecin humanitaire, membre du conseil d'administration de Médecins du Monde, chercheur associé à l'IRIS. C'est une course contre la montre qui a commencé dès hier. Combien de temps est-ce qu'on garde espoir de retrouver des victimes sous les décombres? Écoutez, oui, c'est un drame absolu pour des civils turcs et aussi pour des civils syriens qui vivent une double peine avec un conflit qui dure aussi depuis 12 ans et qui vivent dans des conditions difficiles. On a en gros 48 heures, 72 heures pour gérer, on va dire, les urgences ultimes vitales pour les personnes essentiellement qui ont été bloquées sous les décombres ou qui sont blessées et qui nécessitent des soins d'urgence. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les premiers à intervenir, les premiers qui vont vraiment sauver des vies, ce sont les locaux, vraiment les acteurs locaux. Dans nos représentations un peu occidentales, on a l'impression qu'on va venir sauver l'humanité sur ce terrain, mais c'est vraiment les acteurs locaux en Turquie et en Syrie qui vont être les premiers, qui vont vraiment répondre aux besoins urgents et notamment aider les personnes à sortir des décombres, commencer à faire les premiers soins, commencer à transférer, lorsque cela est possible, les patients vers les structures de santé quand elles ne sont pas détruites. Alors vous avez connu d'autres situations extrêmes et d'urgence du même genre, le séisme de Bam en Iran notamment en 2003, séisme au Pakistan également. Là on parle de la magnitude élevée de ces séismes d'hier. Quelles sont les difficultés propres à cette situation que vous disent d'ailleurs ce soir les équipes, vos équipes sur place? Alors, les équipes de Médecins du Monde sont engagées à la fois pour aider les autorités turques si elles le souhaitent et pour aider bien sûr les citoyens syriens, sachant qu'on a des programmes qui existent depuis pas mal d'années pour apporter de l'aide aux déplacés en Syrie en zone de guerre, avec bien sûr une aide qui est difficile à apporter dans ce contexte de sécurité très volatile. L'enjeu, le contexte, c'est vraiment d'abord qu'il y a une étendue géographique qui est importante en Turquie, avec des conditions hivernales qui sont dures, il fait froid, il neige, des routes montagneuses, c'est difficile d'accéder à des villages qui sont détruits. Donc cette aide qui va mettre un peu de temps pour arriver localement, on va dire en Turquie, et puis en Syrie, évidemment, en plus du contexte climatique qui est difficile, encore une fois, une zone de guerre où il y a des zones d'influence sous obédience turque, d'autres sous obédience du gouvernement de Bachar el-Assad, d'autres qui sont tenus par Daesh. Voilà, donc beaucoup d'incertitudes, de volatilité qui font que les opérations des humanitaires, notamment les opérations de Médecins du Monde, vont continuer, vont s'accentuer via des partenaires locaux, notamment des organismes syriens, vers lesquels on va réorienter l'aide, plus orientée bien sûr sur l'urgence. L'enjeu, c'est de répondre à l'urgence, mais c'est aussi d'assurer la continuité des soins pour tous les besoins médicaux qui sont encore en cours. Dans l'après-midi, la BBC affirmait, c'est glaçant, que des personnes envoient des messages vocaux depuis les décombres, depuis les ruines. Si les secours arrivent rapidement, les caméras sont là aussi et ont recueilli ces témoignages de Turcs au cœur du drame. Regardez. Fatma! Fatma!
Neredesiniz? Babası, çocuklar buldu. Uçan enkazların altında hep bütün canlılar canlıyken bile öldü ya. Evimiz yok, yıkılmadı ama hiç kimse eve gitmiyor. Çünkü ev tehlikelerde. Ekstra daha artıcı depremler oluyor. I woke up my wife and my children and we ran towards the exit door. We opened it and suddenly all the building collapsed. أنا سحبت الواد بدي أحمل حالي ماشي أنا ماشي ولا بناء جيراننا بيت صغير قام نطب الحيط كله. Bekliyorum ben 30 yılımı verdim öğretmenimden. 30 yıldır bu ülkeye öğretmen olarak hizmet ediyorum yani. Il y a aussi des victimes encore plus isolées, et vous l'évoquiez notamment en Syrie, la région d'Idlib en particulier, nord-ouest du pays. Les secours, le soin, l'évacuation sont évidemment beaucoup plus compliqués dans un pays où la guerre fait rage depuis 12 ans. كسر ظهرنا والله كسر ظهرنا والله كسر ظهرنا تلاقي العجايق خنيس لا أب ولا حسبي الله ونعم الوكيل يا سلام طول بالك. عائلتي اولادي واولاده يعني اسري اولاد عم نسمع اصوات اللي بعدهم احياء بس ما في شيء يطلعوا ما في حدا يطلعوا ما في الات الناشد بس الشيء صار مأساوي كثير بالنسبه للاتاري. الاتاري هي من زمان على ايام الحرب صار لها 10 12 سنه عم تاكل قصف تاكل ضرب كثير. والبناء اللي فيها ارضيتها هشه وجه الزلزال ساعد الخراب صار كثير. Alors vous évoquiez, Jean-François Corti, la difficulté du travail humanitaire sur le sol syrien. Il y a une question qui est posée déjà, celle de la réouverture de corridors humanitaires. C'est en fait une région, il faut bien s'en rendre compte, où la moitié des gens étaient déjà des réfugiés. Il y a déjà des millions de déplacés internes, des millions de réfugiés, on le sait, en Jordanie, au Liban, et même certains qui ont réussi à venir en Europe. Il y a un système de santé qui est affaibli par plusieurs années de guerre. Il y a des difficultés pour pouvoir accéder sur des zones où les populations sont blessées, notamment. Et puis, il y a, dans ce contexte aussi de baisse d'accès à l'eau, à l'hygiène, des maladies comme le choléra qui sont apparues depuis quelques mois. Et donc, dans ces conditions, le fait qu'il y ait des destructions d'infrastructures, une difficulté d'avoir accès à l'eau ou pas, c'est une grande inquiétude pour les humanitaires. Et on va devoir garder un œil sur cette pathologie aussi qui va accentuer les mortalités. Juste deux choses. Une chose qui est importante côté turc, il y a un enjeu majeur, ça va être la coordination de l'aide de manière assez paradoxale. En fait, ça peut devenir un problème pour les autorités, et on l'a vu dans notre contexte. Dans ce contexte, il y a énormément d'initiatives aussi de la société turque qui se mobilise. Beaucoup de gens vont vouloir venir aider, c'est normal. La communauté internationale aussi qui envoie de l'aide via des sécurités civiles, d'aide entre États. Il y a des ONG internationales qui souvent d'ailleurs étaient déjà présentes puisque cette zone du sud de la Turquie, Gaziantep notamment, sont des lieux où on organise les missions pour aller en Syrie, par ce qu'on appelle le cross-border. Et d'ailleurs, il y a des membres de l'équipe de Médecins du Monde qui sont morts pendant du staff local, qui sont morts pendant ce tremblement de terre, donc qui fait que aussi cette situation nous touche particulièrement. Donc il y a un gros enjeu pour les Turcs, c'est de coordonner cette aide et de faire en sorte que ce ne soit pas du grand n'importe quoi. Et on voit déjà des controverses autour peut-être des délais un peu trop tardifs sur le développement de l'aide. On verra demain des controverses autour, parce que c'est toujours comme ça, des détournements d'aide. Enfin, ça, c'est des choses auxquelles il va falloir gérer. Et puis, côté syrien, encore une fois, c'est s'assurer que l'on puisse aussi réorienter un maximum d'aide dans ce territoire. Nos opérations Médecins du Monde vont continuer, vont s'amplifier, mais c'est l'occasion de dire que malheureusement et heureusement pour ces populations syriennes, dans ce drame, c'est l'occasion pour la communauté internationale de se rappeler que ces civils, ils sont en train de mourir dans la guerre depuis 12 ans et que ce tremblement de terre ne va pas arranger les choses et qu'il serait de bon ton de se réintéresser peut-être à leur sort au quotidien. Il y a des dizaines de milliers de Turcs, de Syriens qu'il va falloir loger, soigner. Aujourd'hui, on n'y pense pas naturellement sur ces régions-là, mais il fait froid, particulièrement la nuit. Et par ailleurs, je le précise, France Télévisions relaye l'appel aux dons de la Fondation de France, un appel à la générosité des Français. Pour faire des dons, rendez-vous sur le site fondationdefrance.org. D'un mot, j'ajoute, puisqu'on en parlait hier, le footballeur ghanéen Christian Atsu a été retrouvé, sorti des décombres. Il est en vie, blessé, mais en vie. Pierre nous en parlait hier. Merci beaucoup, docteur Jean-François Corti, d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Je rappelle que vous êtes membre du conseil d'administration de Médecins du Monde et chercheur associé à l'IRIS. Le froid
On en parle aussi ce soir dans le 5 sur 5. Oui, puisque cette semaine marque le retour du froid sur le territoire. Vous l'avez forcément ressenti ce matin ou ces derniers jours, mais vous allez vous dire que vous avez froid, ce n'est rien à côté des températures extrêmes ressenties aux États-Unis. Extrême, c'est un euphémisme. On est plus sur le vocabulaire d'un record. Babette, je voulais vous montrer ces images du mont Washington. On est dans le New Hampshire, à plus de 2000 mètres d'altitude, des vents à plus de 190 km/h, des températures ressenties les plus froides atteintes sur Terre, nous dit-on, jusqu'à moins 80 degrés. Nearly 100 million Americans are waking up this morning to temperatures below 20 degrees. The coldest place in America right now is the top of Mount Washington in New Hampshire. This is what it looked like on Mount Washington today, where wind chills could reach 100 below zero, and the air temperatures could smash records at 50 below. How quickly does frostbite set in those type of conditions? So in the conditions that we're in right now, if you're on the summit, less than a minute or so. Et puisqu'on parle du froid, un mot de ski pour terminer. Oui, simplement avec la joie d'Alexis Pinturault, champion du monde du combiné de ski alpin. Il n'était pas favori, mais c'était chez lui, à Courchevel. Je vous en propose quelques extraits. C'est parti pour le Français, ça part tout de suite dans un mur très raide. Voilà, très raide, tournant, rien de compliqué pour l'instant. Ça va mieux, voilà, ça va mieux pour Alexis. Et là, il y a une banane qui tourne vers la fin. Ça tourne jusqu'à la ligne, mais il n'en pas. Je sais à quel point c'est une chance inouïe, une chance que je vivrai qu'une seule fois dans ma vie. Je fais une saison où je sens que j'ai du bon ski, mais que je suis jamais parmi les meilleurs. Et là, aujourd'hui, il y a un peu tout qui s'emboîte et un peu tout qui s'embrique. Et je viens chercher ce titre à la maison, donc c'est assez formidable. Ouais. Voilà, c'est même la plus belle victoire de sa carrière. Bravo à Alexis Pinturault.